très précis. Le 4 novembre prochain, il ne sera plus premier ministre désigné, mais bien premier ministre en exercice. Passation des pouvoirs, formation d'un premier Conseil des ministres. Conseil des ministres paritaire, hommes, femmes, il l'a répété, plus petit que les derniers, a-t-il dit. On verra le nombre précis. Avec moi, pour décortiquer, parce qu'on en a eu plein de sujets intéressants lors de ce point de presse. Alec Castonguay à Montréal, Chantal Hébert à Montréal, Emmanuel Latraverse de retour à Ottawa. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Très intéressant, beaucoup de sujets. Premier tour de table, quand M. Trudeau a répété, et vers la fin de la conférence de presse, il a dit une des choses qui me rend le plus fier avec ces résultats, c'est qu'on a une présence maintenant partout au Canada, évidemment au Québec. Le Québec s'est réengagé, dit-il. C'est important et c'est un point de départ pour lui qui lui donne un bon élan, en tout cas. Alec, Chantal et Emmanuel. Il est le seul parti qui a une représentation dans toutes les provinces actuellement. Donc, c'est clair que pour lui, c'est un avantage certain. Il a fait un balayage complet en Atlantique. Il a été chercher énormément de sièges au Québec, ce qui n'avait pas été le cas donc depuis 1988. Aucun parti qui était au gouvernement n'avait eu la majorité des sièges au Québec depuis 1988 avec Brian Mulroney. Donc, c'est quand même un changement qui est important. Puis, effectivement, il a fait des percées. Pas énorme, mais quand même en Alberta, un siège toujours en Saskatchewan. Donc, il est assez représentatif. Moi, ce qui m'a peut-être le plus étonné, ou du moins le plus marqué de cette conférence de presse-là, c'est pas tant les contenus qu'effectivement, il y a des choses intéressantes, mais comme le format de la conférence de presse, un premier ministre assis au Théâtre national de la presse, qui reçoit plus que 4 questions, qui sont posées par des journalistes qui peuvent en poser plus qu'une. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc une vraie conférence de presse en bonne et due forme. Puis ça tranche aussi avec le style de Stephen Harper. Et d'ailleurs, c'est la première phrase qu'il a tenu à dire. Il a dit la presse est importante dans notre démocratie. Je vous salue. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez eu une longue campagne. Chantal? Oui, ce qui est intéressant, ça m'a permis de constater qu'il s'est fait pas mal de rénovations, d'ailleurs, au Théâtre national de la presse, un endroit qu'on a si peu fréquenté au cours des dernières années. Mais ça m'a rappelé aussi, parce que vous étiez là, quand Stephen Harper est arrivé, la tribune de la presse, de façon générale, ça ne dérange pas tellement la couleur politique du gouvernement qui arrive. Un nouveau gouvernement, c'est toujours un cadeau pour la tribune de la presse. C'est une page blanche sur laquelle on va pouvoir écrire des nouveaux ministres, des nouveaux programmes. et je me suis rappelé le premier point de presse de Stephen Harper après les élections. Il avait fait ça dans l'antichambre des communes, d'ailleurs. Ça avait franchement très, très bien été. Et en écoutant Justin Trudeau, je me suis dit, où est-ce que ça a dérapé tout ça? Parce que M. Harper aurait pu, lui aussi, avoir une relation constructive avec la tribune de la presse. C'est sûr que ce ne sera pas un love-in, ça ne l'est jamais. Mais le contraste est tellement frappant. Ça n'a pas commencé comme ça pour Stephen Harper non plus. Exactement. Et Emmanuel, ce qui est frappant aussi, puis il y a eu beaucoup de questions là-dessus, c'est qu'il y a des rendez-vous, des tests internationaux importants qui arrivent pour M. Trudeau. Oui, d'une certaine façon, ces tests internationaux brusquent la donne et les échéanciers également auxquels il est confronté dans la formation de son gouvernement, dans les choix que lui devra prendre. Pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, on a beaucoup parlé de la conférence de Paris sur les changements climatiques au mois de novembre, que plusieurs avaient oublié. On en parlait tard hier soir dans la nuit. C'est ce sommet du G20 également qui aura lieu en Turquie, où on va parler de la question des réfugiés, la guerre contre le groupe armé État islamique, etc., qui est suivi tout de suite après, quelques jours à peine, d'une rencontre des pays de l'Asie-Pacifique, où, bien sûr, commerce international, partenariat transpacifique seront à l'agenda. On a entendu M. Trudeau dire, écoutez, c'est certain que je vais à Paris. Pour les autres, on va voir, on va essayer d'y aller. C'est difficile d'imaginer comment il raterait ces importants rendez-vous en tout début de mandat, mais lui-même reconnaît qu'il y a un jeu d'équilibre pour lui à trouver là-dedans entre s'attaquer rapidement à des dossiers cruciaux pour la sécurité économique, la sécurité aussi nationale du Canada, et mettre son gouvernement tout nouveau sur les rails, là, ce qui est quand même pas une mince affaire non plus. Et il a dit pour Paris, il a dit, j'ai parlé à plusieurs premiers ministres provinciaux, les relations fédérales-provinciales, Chantal, on vient de changer d'air aussi. Oui, comme à chaque changement de gouvernement,
c'est bien accueilli. Parce que au fil du temps, les provinces Ottawa ne s'entendent jamais. C'est jamais la parfaite harmonie. Il s'accumule des griefs, il s'accumule des rancunes. Il y a des campagnes électorales. On a vu les conservateurs faire campagne contre Kathleen Wynne de toutes sortes de façons, y compris en campagne fédérale. Donc, l'arrivée d'un nouveau premier ministre, d'abord, tout le monde se dit on passe sur un autre pied, puis au début, ils vont écouter toutes nos demandes parce qu'ils viennent d'être élus. Vous le sentez dans les grandes villes, là, Toronto, Montréal, que c'est le gars qui tient les cordons de la bourse a changé. Mais pour revenir à ce qu'Emmanuel disait sur le Conseil des ministres, ça veut dire que M. Harper a besoin rapidement d'un ministre fonctionnel sur le front de l'environnement. Donc, quelqu'un qui n'est pas un junior et qui va être capable de se débrouiller. Un ministre des Affaires étrangères et de la Défense, parce que les partenaires du Canada vont vouloir savoir demain matin comment on voit ça, la coalition sur l'État islamique. Et évidemment, lui-même va devoir payer de sa personne. Le ministre des Finances, c'est une évidence. Alors, ce Conseil des ministres, en plus d'être paritaire, il va falloir qu'il fasse une certaine place à l'expérience, parce que c'est pas le genre de programme qu'on a d'ici Noël qui permet d'aller faire ses classes en maternelle. Et parce que ça prend de l'expérience, par exemple, hier soir, on s'amusait déjà un peu à essayer de prédire ici ou là des noms. Monsieur Dion, par exemple, comme ministre de l'Environnement. Ce serait logique. Mais ça veut dire aussi que les ministres forts qu'on met dans ces portefeuilles-là, va falloir vivre avec. Moi, ça m'a frappé dans le fameux courriel de Dan Gagné, l'ancien conseiller de campagne, qui a dit à une compagnie pétrolière, vous devriez vous mettre bien avec le ministre des Finances. Ça m'avait frappé que le courriel disait pas, et aussi avec celui de l'Environnement, parce qu'il va compter beaucoup dans notre gouvernement. Mais une fois qu'on nomme un ministre de l'Environnement à la Stéphane Dion, il va falloir, c'est comme dans le temps où Lucien Bouchard a été ministre fédéral de l'Environnement, c'était bien pour M. Mulroney, mais il fallait vivre avec au quotidien aussi. Alec, est-ce que vous avez envie de plonger quelques noms en finance, par exemple? Juste pour compléter sur Chantal avant, souvenez-vous de ce que Thomas Mulcair, quand il était ministre de l'Environnement, disait de Stéphane Dion quand lui était à Ottawa. Mettons que deux têtes fortes, là, c'est pas nécessairement toujours fait pour s'entendre, mais effectivement, Stéphane Dion est probablement le plus prêt à servir pour une conférence comme celle de Paris, et non seulement prêt à servir pour la connaissance des dossiers, mais pour avoir les connexions aussi à l'international que ça prend pour naviguer dans une rencontre comme celle-là, parce que au-delà du fait d'avoir effectivement une politique ici, c'est qu'il faut être capable de savoir comment le Canada va s'insérer dans ce jeu-là, aller tirer son épingle du jeu, puis Stéphane Dion est capable de le faire. Je pense qu'aux finances... Et rappelez-vous, juste un petit aparté là-dessus, rappelez-vous, il avait été applaudi dans cette conférence internationale. Je pense que c'est le seul ministre qui comprenait de A à Z tous les petits points. Il avait vraiment... Il faut lui donner ça, fait ses devoirs. Mais demandez à ses collègues du cabinet de l'époque comment il pouvait être un empêcheur de tourner en rond à cause de ces connaissances-là. Très bien. Ça, c'est l'environnement. Finance, quand même. Deux, trois noms, Alec. Moi, je pense que Bill Morneau est presque une évidence, là, à moins qu'on se trompe, là, mais disons que le président fondateur de la grande firme de consultants Morneau-Chappell à Toronto, qui est une très connue à Bay Street, qui serait très rassurant, qui a une maîtrise de la London School of Economics, pourrait très bien jouer ce rôle-là. Je pense que c'est une évidence. Andrew Leslie, l'ancien chef d'état-major des forces canadiennes de l'armée de terre, peut aller mettre en place la fameuse réforme qu'il prônait à l'époque, parce qu'il a fait un rapport au gouvernement Harper sur la manière de réformer les forces canadiennes. Est-ce qu'il est trop associé à ce rapport-là, ou est-ce qu'au contraire, on veut mettre en place ce que lui prônait à l'époque? Ça pourrait être intéressant. Puis je pense que Bill Blair, à la sécurité publique, l'ancien chef de police de Toronto, qui est maintenant connu à travers le pays pour s'être opposé à Rob Ford, va certainement atterrir au cabinet aussi. Mais il y a une belle brochette quand même, Justin Trudeau, là, de potentiels ministres. Il y aura le choix, là. Et plus de choix au Québec qu'il ne le pensait. Avec 40, Emmanuel, hier, on parlait de ces jeunes vedettes que le grand public connaît moins, peut-être comme François-Philippe Champagne dans Saint-Maurice-Champlain. Il pourrait faire son entrée au cabinet. Si Jean Chrétien a un mot à dire, il est déjà rendu. Exactement. Puis, M. Chrétien l'a beaucoup aidé. Oui, parce qu'avec les députés qui ont été élus à l'extérieur de Montréal, c'est sûr que sur l'île de Montréal, il faut aussi mentionner quelqu'un comme Mélanie Joly. Difficile d'imaginer qu'elle ne serait pas nommée au Conseil des ministres. Mais en effet, François-Philippe Champagne, qui lui est avocat, une vaste expérience à l'international, c'est quelqu'un qui est pressenti également pour aller au Conseil du ministre. Et il y a une vedette peu connue du public, mais très appréciée de M. Trudeau, qui avait
tellement peu de chances de se faire élire qu'on le mettait pas sur nos listes de ministrables, mais qui a réussi hier à passer, c'est Monsieur Duclos à Québec, économiste de l'Université Laval de renom. Jean-Yves Duclos, oui. Jean-Yves Duclos. Donc, lui aussi, c'est sur la liste là, des personnes qui peuvent faire leur entrée au Conseil. Oui, Chantal. Et d'ailleurs, le maire Labombe a fait du ménage dans son Cardex ce matin et il a mis un 800 Duclos en haut de la liste. Il a descendu un peu blainé. Des connaissances. En envoyant, oui, une petite lettre express à M. Trudeau, je veux mon ministre à Québec. D'ailleurs, le maire de Montréal aussi était radieux. Je ne sais pas si vous avez vu son point de presse aujourd'hui. Il était content. Il dit, bon, mais ça y est, on n'a plus de péage sur le pont Champlain. C'est le retour du courrier à domicile. En tout cas, en ouvrant quelques portes, Montréal, et le maire de Montréal, qui est très, très heureux. Je veux qu'on parle, avant qu'on se quitte, des autres chefs. Monsieur Harper, hier, qui a démissionné de son poste de chef d'une drôle de façon. Comment vous voyez cette course et comment vous voyez l'introspection au Parti conservateur? Déjà, Jason Kenney, nous, à notre émission hier soir, a ouvert la machine en disant on était un peu obsédés, on était toujours en colère, il faut changer d'attitude. Je veux vous entendre là-dessus, Alec. Oui, ce qui va être intéressant, c'est que Stephen Harper laisse son parti en relativement bonne santé, autant sur le plan financier où la machine à ramasser de l'argent du Parti conservateur est toujours aussi efficace. Également en nombre de sièges, près d'une centaine de sièges. Ça ressemble beaucoup plus à une défaite à la Jean Charest au Québec, là, qui a laissé le Parti libéral du Québec en bonne santé malgré la déroute appréhendée, qu'une Kim Campbell, par exemple, qui laisse le Parti conservateur complètement désorganisé. Donc, son successeur a de quoi bâtir, là, une fondation assez forte. Par contre, il n'y a jamais eu de chef de ce type de parti-là. C'est-à-dire que c'est Stephen Harper qui a réuni la droite, qui a amené le mouvement conservateur là où il est et qui a imprimé donc la direction au parti. Il n'y en a jamais eu donc de chef depuis ce temps-là. Comment on peut se positionner, par exemple, un chef un peu plus progressiste sur l'axe? Est-ce qu'il est capable de récupérer le parti de la manière dont il est actuellement et d'en faire son parti? Là, il y a des questions qui se posent et qui vont être intéressantes à regarder aller. Mais Chantal, une course au leadership, c'est précisément ça. Ça va... Oui, et là, on va se battre pour... certains disent ils sont méchants, que le Parti conservateur a perdu son âme parce que M. Harper l'a trop habité. Mais dans l'avion ce matin, il y avait quelqu'un qui a été un conseiller très, très proche de Jim Flaherty, qui connaît bien ce parti-là, qui s'est pas mêlé de la campagne et qui disait... Ce que les gens se rendent pas compte, c'est comment ce parti-là est difficile à diriger. Stephen Harper réussissait à faire ça, mais une figure comme ça qui va réussir à unir le parti et à le garder, à l'empêcher d'éclater. Regardez ce qui se passe en Alberta avec les conservateurs et le Wild Rose, ça vous donne une idée. Cette personne-là, on peut voir Jason Kenney comme favori parce qu'il est mieux placé pour gagner s'il veut le poste, mais on peut pas le voir nécessairement comme bien placé pour unir ces factions-là. En tout cas, il a ouvert la machine hier. Emmanuel, comment vous voyez cette course qui commence? Bien, c'est une course délicate pour l'avenir du parti, comme le dit Chantal, parce que l'unité de ce parti-là relevait aussi de la discipline de fer qui a imposé M. Harper. C'était un peu la fragilité de ce mariage de convenance, rappelez-vous, qui explique en partie cette façon très autoritaire de diriger son propre pays, son propre parti, qu'avait M. Harper. Est-ce que Jason Kenney, lui, peut convaincre l'aile plus progressiste du parti? Ça aussi, c'est pas fait non plus. Ce qui est intéressant, c'est que dans les cercles ici à Ottawa, il y a déjà un autre nom qui circule beaucoup. C'est celui du premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. Quand faudrait-il s'il veut devenir chef de l'opposition officielle? Il l'apprend. Wall, on vous salue. Il pratique le français. Ben oui, mais alors voilà. Oui, on me l'a dit, j'ai des bonnes sources là-dessus. Ah, c'est bon. Mais c'est ça, c'est l'indicateur premier. Bien sûr, la conférence de presse nous a mangé un peu de temps. C'est tout pour ce soir. On va parler au cours des prochains jours, bien sûr, de l'avenir de Gilles Duceppe. Il doit prendre une décision et l'annoncer surtout. Peut-être qu'elle est déjà prise jeudi. Et M. Mulcair, il aura peut-être aussi à réfléchir. Il y aura peut-être des couteaux qui vont se lancer. On verra, on va en reparler. Merci infiniment pour votre collaboration, encore une fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.